Bonsoir, Bonsoir et merci d'être venu. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cet événement et de m'avoir permis de visiter cette très belle ville. Avant de vous emmener au Bangladesh, mon pays, une région très importante du Bengale, je voulais simplement vous parler quelques instants du temps, du système météorologique complexe, du climat et de l'eau qui définit tout ce que nous faisons là-bas, tout ce qui retentit sur notre vie et notre mode de vie. Voilà où nous sommes, voilà la région concernée, le sous-continent indien, ce qu'on appelle l'Asie du Sud, et nous sommes ici, là où se trouve mon curseur. Ça, c'est essentiellement le Bangladesh. Vous avez ici l'Inde, le Pakistan et plus loin l'Afghanistan. Juste au-dessus du Bangladesh, vous avez cette chaîne de montagnes très importante, qui est bien sûr la plus haute et la plus importante du monde, c'est l'Himalaya. En dessous, nous avons l'océan Indien et qui dans le prolongement de la baie du Bengale. Et donc, nous sommes entre la roche et l'eau. C'est là que se trouve le Bangladesh. Et toute cette eau emprunte des rivières comme le Gange. C'est vraiment le plus important delta au monde. Vous avez également l'eau qui vient des plateaux du Tibet, les eaux glaciaires du Tibet. Tout cela se retrouve ici, à ce niveau, pour arriver jusqu'au Bangladesh. Énormément d'eau, comme vous le voyez. Voilà les différents affluents qui arrivent jusqu'au Bangladesh. 700 fleuves, rivières, rues. Comme vous le voyez, c'est comme les veines et les artères d'un corps humain. Ça ressemble à ce que nous avons. Nous avons eu une certaine chance dans la mesure où nous avons pu travailler grâce et malgré cette typographie. Nos travaux sont un peu partout dans le pays. Voilà mon intention. Nous avons créé notre agence il y a 30 ans et dès le début, mon intention était de travailler dans tous les contextes, quels que soient les rivières, quels que soient les systèmes environnementaux, les ressources financières. Premier projet. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de nos différents projets en réponse au changement climatique. Premier projet, c'est un projet que nous avons démarré en 2005 avec l'ONG Friendship. C'est un client avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Nous travaillons encore avec ce client. Nous sommes comme des partenaires, des associés maintenant. Nous ne sommes plus dans cette relation de client. Et le fondateur de cette ONG, Runa Khan, amène énormément d'énergie positive dans les débats, dans les projets que nous menons à bien. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup notre collaboration. Il s'agit d'un projet qui se trouve au milieu d'un fleuve dont je vous ai parlé, le fleuve qui vient du Tibet et qui arrive jusqu'au Bangladesh. Voilà une photo que j'ai moi-même prise et vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est l'eau dans la terre ou la terre dans l'eau? Ça, c'est pendant la saison des pluies, ce qu'on appelle la saison des pluies. Et vous voyez qu'il y a énormément d'eau. L'eau qui vient de l'Himalaya se trouve face à cette terre très plate dans le delta. Et à ce moment-là, l'eau ralentit, le courant ralentit et commence à déposer
ces alluvions. Hélène Binet a pris la photographie. Hélène Binet est une grande photographe française et vous voyez comment ces berges de sable, ces talus de sable se forment le long des rives. Les gens viennent vivre ici, ils continuent de vivre ici même pendant les inondations et les crues. En effet, toutes ces personnes n'ont pas d'autre lieu où aller. Notre projet consistait à voir ce qu'il advenait de toutes ces personnes en cas d'inondation ou de crue. Ici, on a une largeur de 10 km. Ça, c'est la rivière en saison sèche, mais quand en saison humide, tout cela est recouvert. C'est vraiment une voie navigable très, très large. L'eau s'engouffre et il arrive même que l'eau déborde. Et c'est comme vraiment une mer d'eau. Malgré cela, les populations continuent de vouloir rester ici. Au départ, nous avons essayé d'envisager de surélever ces habitations, mais nous n'avions pas vraiment d'exemple de maisons sur pilotis. Nous avons ce type d'exemple dans les régions de montagne et l'eau peut passer en dessous. Mais ici, le problème, c'est que le sol est très mou. Il n'y a pas de roche avant 300 mètres. Ça veut dire que vraiment le sol bouge avec le courant. Il n'y a pas de fondation suffisamment solide. Et si on avait voulu faire quelque chose de solide, il aurait fallu avoir des fondations très profondes et on n'avait pas vraiment les moyens d'aller les bâtir. Ensuite, se pose la question de savoir qu'en est-il du bétail. Ce dessin pourrait vous faire rire, mais vraiment, dans ce pays, une vache, c'est tout ce que possède un villageois. La pauvreté est telle que les gens n'ont que leurs animaux. Il est très important de pouvoir leur sauver la vie. Au lieu d'essayer de surélever une maison individuellement, on a essayé de surélever tout un village le plus haut possible. Et nous sommes rendus compte que ce genre de projet avait déjà été tenté auparavant. Voici ce qui se passe. Quand on a le courant, bien sûr, le courant n'a aucune règle et le courant va briser tout ce qui se trouve sur son passage. On a des endroits où, à partir du plan de la mer, j'ai constaté qu'il y avait des formes, une sorte de comète formée par le courant avec une sorte d'extrémité, comme vous le voyez ici. Et c'est ce qu'on a vu avec ces visites par hydravion. Voilà ce qu'il nous fallait, un point d'entrée, un point de sortie pour construire. Voilà ce que nous avons conçu. C'est une sorte d'île qui est surélevé avec un bassin au milieu et nous avons créé ce monticule en forme de larme, une sorte de butte de talus. Et pour le placement des maisons, nous avons essayé de ne pas utiliser un schéma directeur, mais plutôt de suivre la manière dont les villageois construisent leurs maisons. Les gens aiment bien aller d'une cour intérieure à une autre. Nous avons essayé de reproduire cela. Nous avons travaillé avec les villageois pour essayer de leur donner une certaine marge de manœuvre. Et c'est eux-mêmes qui parfois nous ont proposé des solutions intéressantes. Encore une fois, je répète, il s'agissait de dépasser le niveau des inondations. On a ce talus, ce village surélevé au milieu d'une sorte de bassin et toutes les habitations peuvent ensuite être replacées sur ce monticule surélevé. Nous avons travaillé avec des matériaux de base en 2005-2006. Nous n'avions pas évidemment de GPS, pas même de signal de téléphone portable, dans la mesure où il s'agissait d'une région très reculée. Nous avons utilisé des méthodes très simples pour créer ces îles. Le programme est intéressant à un autre égard dans la mesure où les villageois ont travaillé, ont déplacé leurs propres habitations et sont payés pour le faire. C'est vraiment une sorte d'activité
lucrative qui leur permet de subsister. Voilà ici la région qui est très plate. Et là, on est vraiment ici au milieu de la rivière. Nos architectes, les villageois aménagent le bassin ici. C'est une façon qu'ils utilisent pour mesurer la profondeur créée chaque jour. Voilà comment les choses prennent forme peu à peu. La nature reprend ses droits avec l'herbe qui repousse et la vie qui revient. Les gens amènent leurs habitations, les réinstallent et on utilise le bassin central pour pêcher également. Voilà l'aspect final. Les îles que nous avons constituées, c'est simplement un village surélevé que l'on obtient au bout du projet. Et une photo de la vie qui a repris dans ces nouvelles îles. L'île en forme de larme. Ici, on a même une école. Et ici, à droite, un centre communautaire, des maisons d'habitation. On en a fait 22. On a fait 22 îles et 2 ont cédé. Malheureusement, ont été emportées par la rivière. L'île, dans toute la berge a été emportée. Il y en reste 20. Et nous sommes en train d'en construire 3 ou 4, et tout cela depuis une vingtaine d'années. Voilà ce qui se passe pendant une crue, une inondation. Le mieux, c'est vraiment pour le bétail qui peut être à l'abri. Les activités normales peuvent continuer dans la mesure où le bétail est au sec. Vous voyez ce qui se passe en matière pendant une inondation. Voilà le travail du jute. Cela permet de sécher le jute qui est cultivé. Dans le bassin, c'est de l'eau de pluie qui est propre, qui peut être utilisée pour la cuisson ou autre activité quotidienne courante. On m'a déjà posé la question de savoir si ça, c'est vraiment de l'architecture. Pour moi, oui. Moi, tout ce qui concerne la vie humaine et animale, c'est de l'architecture. Peut-être que c'est un peu de l'architecture paysagère ou de constitution de la Terre, peu importe. Je crois que c'est là qu'on a besoin de nous, comprendre toute la complexité de l'eau, de la nature, des courants, toutes les variables que nous ne pouvons pas mesurer. Un autre projet au centre de Dhaka. Ce n'est bien sûr une énorme métropole, très peuplée, avec 17 millions de personnes. C'est une des plus grosses métropoles au monde. Ce concours a eu lieu en 1997. La guerre d'indépendance pour le Bangladesh a commencé de Dhaka. Elle a fini au même endroit à Dhaka historiquement. Il s'agissait d'un champ de course qui était ouvert. Le concours voulait un musée, un monument. Notre solution constituait à garder une empreinte minimale. Comme vous le voyez ici, 67 acres, on en a pris très peu. L'idée consistait à dire que le musée était un peu enfoncé, c'est-à-dire que le toit est devenu une place publique qui reproduisait la marche vers la liberté. Voilà ce qui reproduit la marche vers la tour et toutes les rampes
d'accès aux tours. Ici, alors qu'on s'achemine vers la tour, on trouve un bassin qui est comme un trou noir. L'eau rentre au sein de ce trou, ce qui signifie la torture, le génocide, ce qui représente le génocide pendant ces guerres. La place sur le dessus, avec autour le paysage fait d'eau, et en dessous, vous avez ce musée, et c'est là qu'on a le recueil de l'eau au centre. Voici l'aspect final du projet. Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'installation, c'est fait entièrement de béton. Ici, on a le bassin central dont j'ai parlé tout à l'heure, qui représente la torture et le génocide. Et on a ici la rampe, le passage qu'il faut utiliser. Vous voyez ici que pendant 6 ans, ce projet a été malheureusement abandonné. Et j'ai réussi finalement à les convaincre de laisser ce béton. Il a été inondé, il n'a pas été nettoyé, il y a eu des eaux de pluie. Et bien sûr, ça fait partie de l'histoire du bâtiment. Nous avons décidé de le laisser comme ça. Vous voyez le passage du temps. Tout ceci, ce sont des éléments non finaux, non définitifs. Ça représente les différentes émeutes. Encore une fois, la chambre centrale au sein duquel on a l'eau. Et il n'y a rien d'exposé ici, c'est simplement un espace de méditation. Et le son de l'eau, la lumière, la seule source de lumière qui rappelle toutes les personnes tombées. On a ensuite de nouveau des escaliers qui vous ramènent à la surface, vers le monument en tant que tel. Le monument, c'est une tour de verre. Nous n'avons pas vraiment choisi le verre, nous avons choisi la lumière. Et le seul matériau capable de tenir la lumière était le verre. Et on n'a pas choisi le verre pour la réflexion ou la transparence, nous avons choisi le verre pour ses propriétés de réfraction. Des morceaux de verre, 19 mm d'épaisseur, 75 mm de largeur, 1 mètre de longueur, qui ont été empilés les uns sur les autres avec des adhésifs techniques. C'est du silicone et ceci formait des panneaux. Ces différents panneaux ont ensuite été mis sur un cadre vertical jusqu'à 46 mètres. Ça semble un peu technique parce que c'est un peu technique. Voilà ce que ça donne. Je suis venu à Paris en 1999 pour trouver un designer de verre. Nous avons parlé à RFR et d'autres entreprises, mais nous avons confié le travail à une autre agence pour le détail. Nous avons été assez contents du produit final, comme vous le voyez. Les détails techniques. Pendant la journée, il y a réfraction de la lumière et le soir, ça devient comme un phare que le verre attrape. Ça, ce sont mes photos, ce ne sont pas des photos photoshopées que l'on regarde de loin ou de près. De loin, on peut voir où qu'on se trouve dans la ville. On voit cette tour de lumière. En d'autres termes, tout cela veut dire que nous ne travaillons pas simplement en cas de catastrophe pour lutter contre les catastrophes, on travaille aussi dans d'autres contextes. Autre projet, le projet Friendship, qui est aussi sujet aux inondations. Il y a aussi un problème de crue. Nous avons protégé cela avec un talus, avec très peu de budget. Nous avions très peu d'argent.
pour ce projet. Autre projet, un bâtiment universitaire, très poreux pour permettre l'arrivée de la lumière, très vert. Et la brique, ce sont des briques qu'on utilise au Bangladesh depuis 2300 ans. On en a des exemples du 3e siècle avant le 3e siècle avant Jésus-Christ, mais on a même des traces de l'utilisation des briques encore plus anciennes. Nous avons réalisé en tout 5 mosquées. Je ne sais pas pourquoi on nous demande de faire des mosquées. Quoi qu'il en soit, voilà la première que nous avons réalisée en 2007, commencée en 2007, inaugurée en janvier 2008. Pour laisser entrer la lumière, nous avons dû, bien sûr, travailler avec une expression contemporaine. Et pour moi, personnellement, c'est simplement un abri. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la spiritualité que les rituels religieux. Autre mosquée à Chittagong, cette fois-ci, qui est une cité portuaire, entièrement faite de béton. Autre mosquée de béton rouge cette fois. Nous avons ici préservé une mosquée de 200 ancienne qui avait déjà 200 ans. Une autre mosquée, 4500 personnes utilisent cette mosquée qui est en ville. Une très petite mosquée qui est comme une chambre de prière au milieu d'un village. Un appartement de pavillon, là où nous vivons. Je peux parler du changement climatique. Je vis ici depuis 2001 et jusqu'en 2008, j'ai réussi à vivre sans air climatisé. Je n'avais même pas de ventilateur. Comme en Europe, tout allait bien. 8-10 jours par année, j'avais un peu chaud, mais maintenant c'est impossible. C'est impossible. Cela vous montre la chaleur qui est générée désormais dans les villes, qui rend la vie et la chaleur insupportable, l'accumulation de l'humidité. Voici dans un des camps de réfugiés de Rohingya. C'est une petite école que nous avons réalisée également avec Friendship, grâce au fonds de l'UNICEF. Nous avons eu 3 jours pour pouvoir la construire, la décider, et quelques jours aussi pour la construire. Beaucoup de restrictions. Nous avons essayé de l'ouvrir à l'intérieur de façon à donner plus d'espace, plus de lumière et bien entendu plus de joie. Là, c'est un parc de sculpture, un centre d'art qui vient à peine d'être fini pour la Fondation Samdani, qui est responsable du centre d'art, une des voix les plus importantes de l'art qui sont présentes dans ce parc. Il y a un certain nombre de choses, donc nous avons éparpillé les différents bâtiments dans le paysage. Donc, par exemple, ici, nous avons une galerie d'art au milieu des rizières. Ici, ce sont des résidences d'artistes. Cet hôpital se trouve également dans une zone extrêmement éloignée à Saktira. Vous voyez, c'est proche de la frontière avec l'Inde. Dans un paysage rural, dans une zone extrêmement pauvre. La première fois que je m'y suis rendue, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens achetaient de l'eau pour la boire. Probablement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément d'eau là. Mais il n'y a absolument pas une goutte d'eau à boire. C'est impressionnant. Eh bien, simplement, c'est en raison du sel que contient de l'eau salée, même dans le sous-sol et à la surface. Donc, ici, nous sommes à 65 km du golfe de Bengale, à l'intérieur des terres. Et l'eau
réussi à pénétrer jusque-là. L'eau souterraine est saline jusqu'à la profondeur de 1200 pieds, c'est-à-dire plusieurs mètres. Elle est également salée. À la surface, l'eau est également saline. Donc, il n'y a pas d'agriculture possible. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, même des présidents, qui pensent que le changement climatique n'est pas réel. Il suffit d'aller là et de voir avec vos propres yeux. Je ne fais la promotion de rien ici, mais voilà, c'est ce qui se produit. Donc, tout autour, là, eh bien, l'eau que vous voyez, ce n'est absolument pas de l'eau pour l'agriculture. L'économie a été complètement détruite et puis ils ont appris à s'adapter rapidement, mais bien entendu, ils restent malgré tout très pauvres et donc, il s'est agi de mettre en œuvre cet hôpital de 80 lits en activité, donc avec tout ce que vous voyez, même le mobilier, avec les usines de traitement d'eau, avec la climatisation. Tout cela représentait 2 millions de dollars. Même nous pouvons réaliser ça. Mais puis, les travaux ont été interrompus au milieu des travaux parce qu'il manquait évidemment d'argent. Donc, avec 2 millions d'euros, eh bien, nous avons réussi à réaliser ce projet. Donc, comme vous voyez, c'est l'eau dont je vous ai parlé, c'est de l'eau qui vient de la mer. Nous avons essayé, bien entendu, vous savez qu'un hôpital, c'est comme une machine, ça doit fonctionner avec efficacité, de façon très efficiente. Pour la prise en charge médicale, il faut éviter toutes les contaminations croisées. Donc, il fallait que vraiment nous soyons très prudents avec le budget. Mais il fallait également faire quelque chose en plus pour les patients qui se rendaient pour être pris en charge. Donc, nous l'avons étudié ici par zone de façon systématique, mais il fallait séparer également tout le département ambulatoire de l'hospitalisation en raison. Il s'agissait d'un terrain qui avait été donné et il fallait le diviser de façon linéaire. Nous avons introduit un canal qui séparait avec un contrôle d'accès. Donc, vous voyez qu'on peut voir l'autre espace, mais on ne peut pas s'y rendre. Et cette eau est également permet de recueillir les eaux de pluie également. Ici, on ne recueille pas la plupart des eaux de pluie, mais toute l'eau de pluie. Donc, vous voyez comme cela se présente ici. Donc, ce canal, ce sinueux, sillonne, disons, l'espace de l'hôpital. On voit que ici l'eau des toits qui se déverse dans ce canal, tout comme les places. Quand nous disons que nous recueillons l'eau, c'est-à-dire que nous nous éloignons de plus en plus de ces pluies que l'on a, qui sont terribles dans cette zone. Ça permet également un drainage et on fait une utilisation maximale de l'éclairage naturel et de l'air. Donc, un minimum d'éclairage artificiel est mis en place, de même que pour la climatisation. Par exemple, pour recueillir la brise, nous avons orienté nos bâtiments dans ce sens et de ce côté-ci, nous avons alimenté par le vent à l'intérieur des patios. Mais également, nous avons bénéficié du soleil du matin qui se reflète sur les parois. Vous voyez ici, il y a également un bassin qui existe ici, un autre là. Donc, nous recueillons l'eau. Elles sont reliées de façon à pouvoir recueillir également l'eau supplémentaire qui se déverse ici. L'eau de débordement. Donc, ici, nous pouvons recueillir l'eau et puis elle se déverse ici, dans ce bassin. Les corridors sont suffisamment larges pour éviter la surchauffe, évidemment permettre de se protéger également de la pluie.
Voilà cette espèce de zonage dont je vous parlais. Cette ligne ici, c'est l'entrée résidentielle parce que, évidemment, le terrain se présentait de cette façon. Donc, voilà la zone résidentielle, ici l'ambulatoire, ici l'hôpital et les différents services qui se trouvent de ce côté-là. Pour les services, nous avons introduit toute une ligne de services qui permettent d'avoir accès à toutes les zones fonctionnelles de ce côté. C'est la zone publique et puis ensuite la zone pour les patients et là pour les salles d'opération, des zones plus restreintes et après pour tous les autres services. Donc au cours du COVID, eh bien, cela a été très important puisque nous avons tous nos couloirs étaient ouverts avec ces corridors très aérés qui respectaient ces fonctions d'aération. Cela a évité évidemment les infections croisées, donc nous l'avons continué à l'utiliser, puis l'eau est utilisée également avec cette eau qui a un effet de loisir qui est très agréable. Comme on peut le voir ici, lorsque nous orientons nos bâtiments, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon formelle, ce n'est pas vraiment pour des raisons architecturales, nous les orientons pour les raisons que je vous expliquais auparavant. Et de cette façon, les patios, les cours avaient adopté des formes différentes. Et nous nous sommes assurés que depuis n'importe quel patio, on avait cette référence rectangulaire. Ici, vous voyez les formes, ici, de façon à ce que l'on ait toujours l'impression d'être dans une sorte de carré avec ses volumes, ses fonctions. Et parfois, on a eu des formes assez surprenantes qui sont apparues. Il s'agit de briques qui ont été réalisées à la main, dans la zone, dans la région. Et vous voyez ici, toutes les fenêtres, toutes les portes également ont été réalisées en acajou, qui est l'arbre local, et le sol est en béton poli. Ce sont des grandes dalles de béton poli. Nous avons étudié cela avec beaucoup de détails dans notre cabinet d'architecture avec des maquettes grandeur quasiment nature qui nous permettaient de voir le résultat. L'idée ici était de créer des espaces rassérénants, tranquilles, sereins. C'est-à-dire que quand les personnes se rendent à l'hôpital, elles ne regardent pas l'architecture, elles viennent là-bas pour être prises en charge par la médecine. Mais lorsqu'elles ont été soignées, nous pensons que l'espace architectural donne la possibilité d'être rassérénant, d'être serein, vraiment calmant, grâce à la lumière, la ventilation naturelle, cet espace calme. Nous essayons vraiment de faire en sorte que les espaces soient calmes, tranquilles, avec la forme également des bâtiments. Et il y avait d'autres choses que nous n'avons pas pu évaluer. Par exemple, ces cours sont utilisés par les mères avec leurs nouveau-nés. Elles les sortent là pour prendre l'air. Mais nous n'y avons pas pensé, mais cela se produit très souvent dans les hôpitaux. Et donc, j'imagine que la nature est quelque chose qu'il ne faut pas dessiner. Elle se produit naturellement. Nous en avons les bénéfices grâce au soleil, au vent, qui sont naturels. Et tous ces espaces également s'ouvrent sur des cours, sur un espace qui est ouvert. Et donc, c'est vraiment comme une version miniature du delta qui est à l'extérieur. À l'intérieur, il y a une espèce de canal, une rivière, n'est-ce pas, qui se déplace. Et avec le petit budget dont je vous ai parlé, nous avons essayé de créer pas simplement un bâtiment qui soit efficace, mais également des espaces qui aient un sens, qui soient confortables pour certains des plus pauvres des pauvres qui vivent dans mon pays. Voilà le dernier projet. J'ai parlé des crues, des inondations qui augmentent quasiment tous les ans en raison de ce changement climatique. Et nombre d'entre nous
ici sont allés au Bangladesh et se sont rendus compte, ont vu par leurs yeux propres ce qui se produit. Donc, je viens de parler du sud avec la montée des eaux, l'eau qui pénètre même jusqu'à 65 km dans les terres. Le Bangladesh est frappé par de nombreux cyclones que l'on appelle ouragans. Ce sont des tempêtes supercycloniques, pourrait-on dire. L'abri que nous avons créé ici, qui est proche du golfe de Bengale. Donc, les cyclones, comme je vous l'ai dit, ce sont des grandes tempêtes qui se forment dans le golfe de Bengale, selon la pression atmosphérique, bien entendu. C'est évidemment le climat qui les crée. Elles se déplacent vers l'intérieur des terres, très souvent vers l'Inde, et malheureusement, souvent, elles atterrissent très souvent au Bangladesh. Et la fréquence ne cesse d'augmenter tous les ans. Normalement, d'habitude, nous avions des très grands cyclones quasiment tous les 10 ans, mais petit à petit, l'intensité également augmente. Voilà le cyclone Sidr en 2007 qui s'est formé ici. Il se déplaçait vers l'Inde et puis petit à petit, il a tourné et il est arrivé au Bangladesh. Ça, c'est la largeur de notre pays et vous pouvez voir que cet ouragan est vraiment aussi large que le pays. Donc, cela atterrit le 15 novembre. Il a emporté plus de 10 000 personnes qui sont mortes. C'est ce que l'on a calculé. Donc, voilà comment il s'est déplacé. J'étais à Dhaka, j'écoutais la radio. Mes amis photographes qui étaient là-bas aussi, ils m'ont dit, on ne peut pas en parler. Si tu veux le voir, il faut que tu viennes. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision le lendemain matin, moi-même, et puis 3 autres personnes de mon cabinet d'architecture. Nous nous sommes rendus à cet endroit qui est environ à 250 km de Dhaka. Ça nous a pris quasiment 13 heures pour arriver là-bas. Tous les ponts avaient été emportés, rien ne fonctionnait. Nous avons loué un petit bateau, un bateau de campagne, sur lequel nous avons vécu pendant 4 jours et 4 nuits. Et nous avons suivi le chemin suivi par le cyclone. Finalement, nous avons essayé de comprendre ce qui s'était réellement produit au cours de cette catastrophe absolument phénoménale. Et puis, moi, j'ai travaillé comme photographe également, donc j'ai pris des photos et nous avons fait également des enregistrements audio, pas simplement des interviews, mais simplement enregistrer ce que disaient les gens, les échanges qu'ils avaient entre eux. Et si vous pouvez vous imaginer, ça, c'est une rivière. Et vraiment, on ne voit pas l'autre rive, parce que l'eau, évidemment, ne s'était pas retirée. Et là, il y avait une forêt auparavant. Et bien entendu, la plupart des maisons qui sont des maisons en bois, ne peuvent pas résister à la puissance d'un cyclone. Je vous ai montré que la vitesse du vent a atteint jusqu'à 220 km/h, parfois même 260 km/h. Donc, si vous pouvez l'imaginer, imaginons minuit, il n'y a plus d'électricité, il fait absolument nuit noire et l'eau est arrivée en raison finalement de cette montée des eaux, cette crue, ce raz-de-marée, et puis il y a le vent qui souffle à 260 km/h, qui hurle, il y a des éclairs, il y a la foudre, et les gens ont regardé le ciel, et ils nous ont dit qu'il y avait des démons dans le ciel. Moi, je me suis dit, la première fois que j'ai entendu que c'était une sorte de traumatisme, et les gens n'arrêtaient pas de me parler de démons dans le ciel. Je dis, mais qu'est-ce que vous entendez par ça? Ils m'ont parlé de feu dans le ciel. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et après, nous nous sommes rendus compte que, la vitesse du vent était tellement puissante que finalement, la foudre a provoqué des incendies. Nous avons vu vraiment que certains arbres avaient pris feu. Donc, tout cela s'est produit en même temps. Et bien entendu, par exemple, ici, on a une petite fille
qui cherche, qui regarde là où se trouvait sa maison, et il n'y a plus aucun reste, aucune preuve qu'il y ait eu une maison là. Et en 2007, elle avait 5 ans. Elle avait perdu tous les membres de sa famille. Mon idée comme photographe, ce n'était pas de montrer le visage, bien entendu qu'elle était terriblement triste. Il y a un tel traumatisme. Nous avons pris la photo en regardant vers là où se trouvait sa maison. Par exemple, ce petit garçon, au début, je ne comprenais pas ce dont il me parlait. Puis après, à partir de ça, nous avons compris ce dont il parlait. C'est-à-dire, il s'était attaché à cette branche. L'eau était arrivée jusque là-haut. Il s'est attaché là, vraiment à 7 mètres de haut. Et cet homme, lorsque nous l'avons rencontré, il avait perdu tous les membres de sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères. Et il était là, devant sa maison. Cet autre homme, il avait été sauvé grâce à l'intelligence de sa femme. Les femmes, quand elles sont à la maison, elles portent une sorte de grande pièce de tissu du sari, elles s'enveloppent. Ils ont une grande pièce de tissu qui entoure le corps de la femme. Et au moment où elle a vu l'eau monter, elle lui a dit, elle s'est déshabillée, elle lui a dit de se déshabiller. Ils se sont déshabillés, ils sont montés sur la plus haute branche, ils se sont attachés tous les deux avec leur petit bébé, et ils se sont attachés fermement à la branche et ils ont été sauvés alors que tous leurs voisins avaient disparu et tout ce qui restait de leur maison, ce sont ces petits restes qui sont là. C'est tout. Cette forêt que vous voyez là, eh bien, se trouvait ici. Donc ici, c'est là où c'est le passage du cyclone. Juste là. Donc vous pouvez imaginer, ça a été traumatisant pour nous également. Mais évidemment, nous ne sommes pas un organisme de sauvetage. Nous avons essayé de penser à quelque chose avec un dessin qui utilise la technologie, qui permette de défendre les personnes contre ces crues, contre ces vents. Et ce que nous avons compris, c'est que les gens prennent du temps pour arriver à un abri. C'est-à-dire qu'un abri permet de sauver les gens des cyclones. Il y a déjà énormément d'abris contre les cyclones qui ont été déployés par le gouvernement dans différents secteurs, mais parfois, les gens ne savent pas où ils sont parce qu'ils ont exactement l'allure d'un bâtiment quelconque, finalement. Et donc, notre première idée a été de dessiner quelque chose que les gens auraient pu identifier de façon distincte comme un abri pour les cyclones. Et ce dont nous nous sommes rendus compte également, qu'il n'y a rien qui puisse vraiment s'opposer à un cyclone et s'opposer. Il n'y a que finalement que le béton, il n'y a que des structures en béton qui peuvent y résister. Donc nous avons fait cette forme très simple, en forme de croix, avec un cercle, c'est-à-dire que nous avons entouré cette forme de croix, ce cruciforme, avec une rampe qui tourne autour, qui peut résister à la pression du vent et à la pression hydraulique. Et vous voyez, en période normale, cela fonctionne comme une école primaire et également un ambulatoire. Donc ici, au rez-de-chaussée, nous avons cet ambulatoire, nous avons ces petites pièces de rangement pour les mobiliers. Donc, pendant le cyclone, on peut déplacer tout le mobilier dans ces pièces et les gens peuvent se réunir là. Et il en va de même pour l'école qui se trouve à l'étage. Et là, lorsqu'on va sur le toit, la rampe mène directement au toit. Et ce dont nous nous sommes rendus compte également, c'est que les fenêtres ne fonctionnent pas, les fenêtres normales ne fonctionnent pas, parce que tout s'envole pendant un cyclone. Il y a des débris partout, des toits, des portes, des morceaux de métal, tout vole. Les arbres volent également. Donc, ils frappent le verre éclate, et puis lorsque le vent s'engouffre à l'intérieur des bâtiments, c'est très traumatisant. Donc, nous avons changé nos fenêtres, nous
nous avons créé des sortes de, disons, de petits pigeonniers qui sont un peu intégrés à l'intérieur. Ils sont plus petits, les fenêtres sont plus petites, en verre renforcé et en aluminium, avec une structure en aluminium. Et nous avons également prévu un bassin pour recueillir l'eau et des panneaux solaires qui permettent également que l'électricité continue à fonctionner. Voilà, le bâtiment principal, cruciforme comme vous pouvez le voir, avec des puits de lumière, des puits d'aération également, et puis la rampe qui protège l'ensemble. Donc, ce qu'il se produit ici, c'est que là encore, le bétail, évidemment, est touché. Donc, les gens viennent avec leur bétail, bien sûr, parce qu'ils ne veulent pas les perdre, bien sûr, ils ne veulent pas perdre leurs vaches. Donc, ils ne peuvent pas les faire entrer à l'intérieur. Donc, notre solution a été de nous assurer que la rampe permettait d'accéder au toit de façon à ce que l'on puisse mener le bétail et le mettre à l'abri sur le toit, en fait. Donc ici, nous avons créé ce dessin en 2007-2008. Nous avions donc l'idée, nous n'avions pas l'argent, nous n'avions pas vraiment un projet pour pouvoir le réaliser. Et puis, nous avons réalisé un livre pour trouver des fonds, pour faire un prototype. Nous avons essayé de le vendre, pour essayer de recueillir des fonds, mais nous n'y sommes pas parvenus pendant 6 ans. Et puis finalement, en 2013, il y a eu cette exposition à Dakar où nous avons, parmi différents projets, nous l'avons présenté. Et nous avons écrit à client, nous avons recherche de clients. Il y a eu un groupe du Luxembourg qui a dit qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire de recherche de clients. Nous avons dit nous cherchons des clients. L'un d'entre eux a dit est-ce que vous pensez que c'est une possibilité de présenter cette exposition au Luxembourg et de façon à recueillir des fonds? Mark Elvinger est celui qui a organisé toute l'exposition à la Fondation des architectes et des ingénieurs au Luxembourg. Il a organisé plusieurs manifestations. Ma femme est musicienne, elle a donné un concert à cette occasion et nous avons réussi à lever des fonds pour une structure, 280 000 €. Nous avons travaillé avec beaucoup d'énergie. Nous sommes rentrés au Bangladesh et il s'agit d'une région reculée où personne ne voulait aller. Nous avons un entrepreneur local qui n'avait jamais travaillé avec du béton. Il ne connaissait rien au béton. Nous avons dû former tout le monde et des méthodes très artisanales, très basiques, mais peu à peu, le bâtiment est sorti de terre. Au départ, ça ne fonctionnait pas très bien. Comme vous le voyez, nous avons réussi à les former, mais ils ne comprenaient pas du tout pourquoi il nous fallait telle et telle surface, telle et telle structure. Mais peu à peu, les choses se sont améliorées. Ils ont compris, ils se sont formés et ce n'est pas entièrement de leur faute. Comme vous en doutez, la rampe est circulaire, c'est-à-dire que toutes les pièces devaient être différentes pour faire. C'était compliqué même pour nous de faire cette rampe circulaire. Les choses ont commencé à fonctionner peu à peu. Voici le sol poli, il n'y a rien d'autre sur le sol. Et le premier jour d'école, l'ouverture de l'école où on voit les enfants. Encore une fois, on ne s'est pas rendu compte que cette rampe deviendra un lieu de loisirs pour les enfants, une sorte de cours de récréation. C'est une école primaire. Parfois, les enfants sont assis par terre. Dans d'autres classes, au niveau supérieur, ils ont des bancs. Voici la salle d'attente de la clinique. Très peu de meubles afin qu'on puisse déplacer tout cela en cas de cyclone. Voilà le toit de la structure. L'étage supérieur, vous voyez la rampe qui fait le tour de la structure. En d'autres termes, il s'agissait d'avoir un élément très visible dans le paysage qui puisse être vu et repéré de loin en cas de cyclone.
Un tableau peut-être une frise un peu ancienne. 50 000 personnes ont pu être soignées dans cette clinique depuis sa fondation et beaucoup d'élèves y sont passés et sont maintenant à l'école supérieure, à des niveaux supérieurs d'enseignement. Mais ce qui est plus important, c'est que cette structure a permis à la population de se protéger pendant 4 cyclones que l'on voit ici. Vous voyez toutes les personnes qui ont pu s'abriter. Dans ce genre de situation, quand il y a un cyclone, si vous n'allez pas à l'abri, vous mourrez. Ce n'est même pas... vous allez périr tout simplement, vu la force de la tempête. C'est une structure qui vraiment permet de sauver des vies, fait toute la différence entre la vie et la mort. Simplement pour conclure, si on parle de bienveillance, de soins, on prend soin de l'humanité, de la nature humaine et on prend soin du monde naturel. Après des décennies d'architecture signature, comme on dit, maintenant nous en sommes à un stade où nous sommes vraiment conscients du fait que l'architecture, c'est une responsabilité. Il faut donner une réaction critique dans un monde qui est de plus en plus fragile, pas simplement sur le plan écologique, mais aussi économique, politique. En tant qu'architectes, nous avons énormément de responsabilités. Nous devons les assumer. Nous devons travailler avec l'information, mais aussi avec la connaissance et le savoir. Pas simplement nos propres connaissances, mais les connaissances du monde. Et si on peut travailler avec l'expérience des autres, je sais que tout cela peut sembler des projets exotiques et très reculés, mais je peux vous dire que compte tenu de notre expérience pendant la pandémie, en particulier, nous nous sommes rendus compte que nous vivons tous sur la même planète, même s'il y a toutes sortes de situations différentes. C'est vraiment cette expérience et cette sagesse de la construction que nous devons utiliser, exploiter. Dans 20 ans, nous ne serons plus là, nous ne serons plus vivants. Dans 120 ans, pardon. J'espère donc que d'ici 120 ans, les générations qui vont hériter de notre architecture, que nous le voulions ou pas, j'espère que ces générations diront que nous avons agi avec responsabilité, que nous avons joué notre rôle de manière sérieuse, que nous avons été sensibles à la fragilité des écosystèmes qui est le nôtre actuellement. Merci beaucoup.